Le départ et c'est tout. On pourrait résumer à cela ce Grand Prix du Mexique tant la suite de la course fut peu spectaculaire et intéressante. On a tout de même pu se réjouir d'une belle fin avec la performance de Pierre Gasly et le podium sur ses terres de Sergio Pérez. Malgré tout, ce GP aura des conséquences qui pourraient être irréversibles dès la fin du Grand Prix du Brésil et on voit ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc faire le débrief du Grand Prix de Mexico City. On va tout d'abord évoquer le moment clé de ce Grand Prix qui était donc le départ. On peut considérer ce moment comme l'unique tournant du Grand Prix, notamment dans la lutte pour la victoire, puisque c'est là où Max Verstappen a construit son succès sur le circuit de Mexico City. En termes de position sur la grille de départ, on avait donc les deux Mercedes sur la première ligne, suivis des deux Red Bull, Gasly 5ème devant Sainz, et avec Ricciardo 7ème, et Charles Leclerc 8ème. Ce qu'on va donc voir dès le début du départ, c'est qu'on va voir le très bon départ qui va être fait par Lewis Hamilton, et aussi un bon départ fait par Verstappen, et le fait que Valtteri Bottas va faire un départ qu'on peut qualifier de correct. Cependant, ce départ correct de la part de Bottas va avoir des conséquences, on peut dire, désastreuses pour Mercedes, puisqu'on peut voir que, à travers ce départ correct, Lewis Hamilton se retrouve quasiment côte à côte avec Valtteri Bottas, légèrement derrière lui certes, mais il ne peut pas être dans la capacité de pouvoir prendre l'aspiration de son équipier, ce que pourra très aisément faire Max Verstappen. Ce qu'on peut reprocher à Valtteri Bottas, c'est le fait de ne pas forcément avoir conscience du fait qu'Hamilton est sur ses côtés, mais dans l'entreprise il ne le voit pas facilement, pas non plus en roulant à 200 à l'heure, 300 à l'heure, tourner la tête, pencher la tête pour voir si Hamilton il est bien à côté de lui ou s'il est derrière. Mais ce qui aurait été bien, c'est que soit son équipe et son ingénieur puissent lui dire dès le départ, reste à gauche, reste à gauche, reste à gauche, parce qu'à partir du moment où il se décale vers la droite, il ouvre la porte à Verstappen pour passer, et en plus la trajectoire de course. On a pu le voir ce week-end sur le circuit, et bien c'est que début du week-end la piste était extrêmement poussiéreuse, on a d'ailleurs pu le voir au premier virage, c'est que la partie qui ne constitue pas la trajectoire de course, elle était ultra poussiéreuse, ça s'est dit les pneus, la piste était poussiéreuse, et il y avait très peu d'adhérence. Ce qui conduisait les pilotes à être assez prudents au niveau des freinages, et donc à prendre pas mal de précautions, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs, puisque Hamilton et Bottas vont freiner bien plus tôt que Max Verstappen, qui lui, du fait de sa trajectoire propre, va pouvoir freiner plus tard que les pilotes Mercedes. Donc ce qu'on peut reprocher à Bottas, c'est pourquoi il se décale pas à gauche, pourquoi il bloque pas le passage à Verstappen. Il serait probablement contraint Verstappen à soit rester derrière Bottas, ou soit à se décaler vers l'intérieur de la piste, et donc sur sa trajectoire poussiéreuse, et Verstappen, il n'aura pas pu freiner comme il a freiné sur la trajectoire de course, sinon à mon avis il aurait pu fan Ricciardo, voire pire. Donc c'est un peu bizarre cette gestion, c'est est-ce que Bottas il a pas cette gestion de course de savoir que j'ai fait un départ correct, Hamilton est proche, il est à côté de moi, donc je bloque Verstappen, est-ce que déjà il savait que Hamilton était à ses côtés et pas derrière lui, et si c'est le cas, est-ce que son équipe aurait pas pu l'avertir pour lui dire reste à gauche parce que Verstappen il va prendre de l'aspiration, et que si Verstappen au niveau de la place il va la prendre, ça c'est sûr et certain. Bottas qui à ce moment-là est 3ème jusqu'à ce qu'il se fasse percuter par Daniel Ricciardo. On va donc évoquer l'accrochage entre Ricciardo et Valtteri Bottas. Donc ce que je voulais évoquer d'abord c'est l'aspect factuel, c'est qu'on va voir que Daniel Ricciardo va prendre un très bon départ, il va d'abord être derrière Gasly, après il va essayer de prendre la trajectoire intérieure, et ce qu'on va voir c'est qu'il va freiner du coup dans la partie pousseuse, et qu'il va directement bloquer les roues, et qu'il va arriver avec trop de vitesse, qu'il ne pourra pas tourner. Donc à mon avis c'est comme je l'avais expliqué précédemment, c'est que je pense qu'il a pas pris de précaution sur cette zone poussiéreuse de la piste, et donc il a freiné peut-être plus tard qu'un Bottas ou un Hamilton, et ce qui fait que ça passait pas. Et du coup, en freinant aussi tard et en bloquant les roues, il a été contraint de percuter Valtteri Bottas. Bon, comment dire, les commissaires de piste ont jugé qu'il n'y avait pas la nécessité de faire une enquête, donc pour les commissaires de piste, cet accident était un non-événement. Voilà, donc on a vu une course différente des commissaires de piste. Nous, on a vu Daniel Ricciardo percuter Valtteri Bottas, et eux, ils ont vu Valtteri Bottas faire un tête à queue tout seul. Et je pense qu'ils ont dû penser que Ricciardo il a pris un vibreur de façon trop agressive, et qu'après il y a eu des vibrations sur l'aileron, et que l'aileron s'est cassé tout seul. Ils ont jugé, je pense qu'il n'y avait pas de contact entre les deux pilotes. On va passer l'ironie, et être un peu sérieux. Moi je considère personnellement que dans ce cas-là, Daniel Ricciardo est quasiment intégralement responsable de l'accident et de l'accrochage. C'est pas une faute grossière, c'est pas un pilotage dangereux, c'est juste une erreur de pilotage comme n'importe quel pilote de Formule 1 peut en faire. Il freine effectivement peut-être trop tard, il bloque les roues et après il ne peut plus rien faire. Donc voilà, c'est juste une erreur de pilotage et ça arrive. Malheureusement Bottas en est victime et ça ruine sa course.
parce que bon, il a été troisième à ce moment-là, il aurait pu être un soutien pour Hamilton, même si on le verra par la suite, ça aurait pas été acquis quand même. Mais malheureusement, le problème, c'est que, comme je viens de le dire, les commissions considèrent c'est un non-événement, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Moi, je considère que Ricciardo aurait pu avoir une sanction. On a pu le voir d'ailleurs dans des grands prix, comme en Turquie, où Gasly, il percute Alonso, il se prend 5 secondes de pénalité, piste en plus humide sous la pluie, donc généralement on est plus tolérant que sur une piste sèche. On a pu voir d'ailleurs pareil en Hongrie avec Bottas et Lance Stroll, qui avaient aussi pris 5 places de pénalité pour les accrochages dont ils avaient été responsables au premier tour en Hongrie. Et là, il est responsable d'un accrochage, là on voit tous, et il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire que pour les commissaires, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu. Rien. C'est rien produit. Généralement, quand il y a un accrochage, il y a souvent une enquête pour à la fois juger les responsabilités, qui est coupable. Est-ce qu'il y a un pilote qui est totalement coupable? Est-ce qu'il y a un partage des responsabilités entre les pilotes? Là, ça n'a pas du tout été le cas, il n'y a pas eu d'enquête. Ça veut dire que, vraiment considérant en disant qu'il n'y a pas d'enquête, c'est comme si c'était rien passé. Ça, c'est complètement fou d'avoir une telle décision, qui est complètement, moi je pense, à mes yeux, incompréhensible. Il y aura dû au moins y avoir une enquête. Après, ils peuvent juger, il n'y a pas de pénalité. Soit, mais au moins il y aura une explication de pourquoi ils ont estimé ça, quelles sont les données qui leur ont permis de répondre, mais pourquoi ils ont décidé qu'il n'y avait pas d'enquête. Et donc ça traduit un problème, c'est qu'il y a une vraie opacité de la part des commissaires de course, puisqu'on comprend pas du tout, ça veut dire qu'on voit ça, nous, et on comprend pas pourquoi il n'y a pas de décision, pourquoi il n'y a pas de... ne serait-ce qu'une enquête. Moi, il y aurait une pénalité pour Ricciardo, j'aurais pas été choqué. Et là, juste, il n'y a pas d'enquête. Pas d'enquête. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a rien à dire dessus. Donc, c'est vraiment inquiétant. Donc, il y a un problème à la fois d'opacité, puisque là, on sait pas du tout pourquoi ils ont jugé qu'il n'y avait pas d'enquête, mais en même temps, vu qu'il n'y a pas d'enquête, ils n'ont pas à se justifier. Et surtout, il y a un problème de constance, parce que comme je viens d'expliquer avec les cas de Bottas et Stroll en Hongrie, de Gasly en Turquie, en plus dans des conditions humides, donc c'est des conditions dans lesquelles on va être généralement plus tolérant. Donc là, on devrait être au moins aussi sévère que ces cas-là, voire plus, donc au moins de 5 secondes de pénalité. Et là, il n'y a rien du tout, donc ça traduit vraiment un problème à la fois de cohérence de la part des commissaires de course. On peut dire qu'il y a un problème de cohérence, oui, et donc il faudrait un même commissaire. Si les commissaires, à chaque course de la saison, ce sont ceux qu'on a eu ce week-end, bon bah à chaque fois qu'il va y avoir un pilote qui bloque les roues, qui rentre dans un autre pilote, qui ruine la course de l'autre et la sienne, il n'y aura jamais de pénalité. Même pire, il n'y aura jamais d'enquête, on va même pas en parler. On va ignorer ce fait que ça n'existait pas. Donc c'est totalement incompréhensible. Et si on imagine que c'était la même chose, mais c'était pas Bottas, mais Hamilton ou Verstappen, et qu'on disait rien, là, ça prenait des proportions qu'on n'imagine même pas. Donc c'est totalement incompréhensible qu'il n'y ait pas du tout eu d'enquête. Au moins une enquête pour au moins juger qui est responsable, s'il y a ou non nécessité de pénaliser un pilote. Mais c'est pas du tout normal, et en plus ça a traduit un problème, c'est, comme je viens de le dire, déjà l'incohérence d'un compris à un autre, mais du fait que les commissaires sont différents, mais après effectivement il faudra qu'il y ait une cohérence comme je viens d'expliquer, mais il faudra que les commissaires soient, ça d'une cohérence, mais qu'il y ait une compétence de la part des commissaires, c'est-à-dire que les commissaires soient au niveau. Et si on a toujours des commissaires qui jugent des choses de façon incompréhensible, bon on va dire oui c'est cohérent, ouais, mais non, parce que c'est pas logique. Si le week-end prochain au Brésil il y a un pilote qui décide de faire la même chose qu'a fait Ricciardo, volontairement, hein. Bon bah là le pilote de Formule 1, il sait que s'il fait grosso modo pareil, il aura rien. Vous imaginez l'exemple donné aux autres pilotes, bah, c'est dramatique. C'est-à-dire que le pilote il sait qu'il peut faire ça, il aura rien. Pour ça, il ruine sa course. Il ruine la course d'un autre. Et il aura rien. Donc c'est totalement incompréhensible. Et c'est complètement dingue après de voir ça, parce que ça montre à la fois le mauvais exemple au pilote, mais en même temps, nous, en tant qu'observateurs, on peut peut-être poser des questions sur pourquoi Ricciardo n'est pas pénalisé, pourquoi d'autres le sont. Ça instaure une espèce de paranoïa, et je trouve que ça donne une image assez négative de la Formule 1, et la Formule 1 n'en sort pas grandi, parce que oui, le Formule 1 c'est quand même le summum du sport automobile, et voir ça c'est vraiment pour moi pas normal et c'est pas admissible. Là, comme je l'ai dit, ils ont considéré que c'était un non-événement, donc pas besoin d'enquêter, donc ça n'a pas existé. Bon, on va donc évoquer la suite de ce Grand Prix qui a été donc chamboulé et conditionné par ce départ et cet accrochage de Bottas qui a un peu créé la zizanie dans le peloton. Et on verra d'ailleurs en voyant le classement, c'est que le top 6 ne va absolument pas changer, et qu'il n'y aura pas beaucoup de changements au classement dans la suite du Grand Prix, ce qui traduit tout de même le fait que ce Grand Prix n'a pas été très spectaculaire, intense et intéressant à suivre, même si on a pu voir quelques batailles tout de même par la suite. Donc on va d'abord évoquer Max Verstappen qui a gagné ce Grand Prix. Une fois qu'il a fait ce parfait départ, bien aidé par Bottas, et qu'il permet donc à prendre la tête de la course, il a bien géré la relance de course après la safety car, et par la suite, on a pu voir à quel point la Red Bull a été au-dessus de la Mercedes. On avait l'impression d'assister aux deux Grands Prix d'Autriche, lors desquels la Red Bull était au-dessus de la Mercedes.
puisqu'il finit tout de même à une quinzaine de secondes d'avance, en gérant, donc vraiment la Red Bull était un ton au-dessus de la Mercedes au Mexique, et donc il a parfaitement bien géré cette course de main de maître, donc bravo à lui. Hamilton qui finit deuxième, donc on va considérer qu'il a fait ce qu'il a pu, parce qu'au vu du rythme de Verstappen, je pense qu'une deuxième place, c'est un moindre mal pour lui. Il a même pu finir troisième en fin de course, avec Sergio Pérez qui a été une menace constante sur le pilote britannique. D'ailleurs, Sergio Pérez, quant à lui, qui obtient donc son premier podium au Mexique à domicile, donc c'est super résultat pour Sergio Pérez, et je suis très content pour lui, pour ce beau résultat chez lui. Il a fait une bonne course, vraiment, avec cette stratégie du coup décalée de prolonger son premier relais en pneu médium, pour des pneus plus frais pour essayer de dépasser Hamilton. On a pu le voir, il a eu des opportunités, parce qu'il était tout de même dans la zone DRS. Malgré tout, ça n'a pas été suffisant pour pouvoir dépasser, ou tenter une manœuvre de dépassement sur le pilote britannique. On aurait peut-être pu imaginer qu'il puisse tenter d'undercutter Lewis Hamilton, mais après, on ne sait pas si ça aurait marché. Ils auraient pu faire cette stratégie-là, mais je pense que la stratégie qu'ils ont faite là n'est pas non plus une stratégie mauvaise. On sait que Pérez, les pneus, il sait bien les gérer, donc il a su avoir un bon rythme avec des pneus usés, malgré qu'Hamilton avait des pneus neufs, et il a su revenir. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour le pilote mexicain. L'écart au championnat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est maintenant de 19 points. 19 points alors qu'il reste 4 courses, ça commence à faire un peu beaucoup. Pourquoi un peu beaucoup? C'est qu'on voit tout de même, c'est qu'on est dans une saison dans laquelle Red Bull et Mercedes sont au-dessus du lot. Donc on peut imaginer que sans incident, problème mécanique, au pire, Verstappen il finit 4ème, voire 3ème, parce que je pense qu'à mon avis, si Verstappen, imaginons une course, il est 4ème et Perez 3ème, bon, Perez il va laisser passer Verstappen. On est dans une phase dans laquelle Verstappen va perdre au pire 10 points sur Hamilton. C'est tout de même assez conséquent tout de même. Après, ce qu'il faut imaginer, c'est que même s'il finit, imaginons, 2ème à chaque course, il faudrait 3 courses à Hamilton pour rattraper Verstappen. Si Hamilton gagne les 3 prochaines et Verstappen finit 2ème. C'est pour ça que je considère que j'ai tout de même l'impression que cette tournée américaine semble être petit à petit le tournant de la saison, mais il faudra voir la confirmation ce week-end au Brésil. Parce que si là au Brésil on voit une Red Bull aussi forte que ce week-end au-dessus du lot, avec en plus une qualification sprint, donc encore plus de points ce week-end, on pourrait pourquoi pas imaginer un Verstappen avec 25, 26, 27, voire 28 points d'avance sur Hamilton, et un 28 points d'avance à 3 courses de la fin, sont extrêmement bons pour le titre. Ce qu'on sait, c'est que au Mexique et au Brésil, en 2018, en 2019, ce sont tout de même des circuits dans lesquels Red Bull était très bon, et très compétitif, alors que c'était des zones dans lesquelles la Mercedes était globalement au-dessus de la Red Bull en termes de performance pure. Et là, dans une saison 2021 dans laquelle, en termes de performance pure, les deux écuries sont proches, on peut imaginer que la Red Bull pourrait être très compétitive ce week-end au Brésil, et que si c'est le cas, et qu'en Jean Pérez finit même devant Hamilton, peut être très compliqué pour Mercedes et Hamilton d'obtenir à la fois le titre pilote mais aussi le titre constructeur, puisque Red Bull est revenu à un seul point. Si Red Bull est performant au Brésil et parvient à grappiller des points sur Mercedes et Hamilton, on pourrait imaginer que cette tournée américaine qui actuellement semble être le tournant du championnat le devienne véritablement. On va donc évoquer Pierre Gasly qui a donc fini 4ème, une course absolument solitaire de sa part, mais une très bonne course de la part du pilote français, il partait 5ème, profite effectivement de l'erreur de Ricciardo, et du coup le contact avec Bottas pour regagner 2 places, il se retrouve 4ème dans ce premier relais, il sera jamais menacé par les Ferrari, donc il va faire une course assez seul, mais il a montré tout de même avec son AlphaTauri qu'il avait eu un très bon rythme, et que l'AlphaTauri était très compétitif ce week-end. On a pu le voir aussi avec Tsunoda ce week-end, que les deux pilotes en plus pour une fois étaient très très bons et très performants, donc c'est très positif pour la suite, et surtout par rapport à cette bataille face à Alpine par la 5ème place, puisqu'on le verra en ce moment la dynamique entre les deux écuries, on voit mal comment Alpine va conserver cette 5ème place face à AlphaTauri, quand l'AlphaTauri ils sont en performance pure au-dessus de l'Alpine, et en plus on voit que depuis plusieurs Grands Prix Tsunoda il commence à être enfin performant, et ça c'est plutôt cool à voir. Si en plus Tsunoda commence à être très bon qu'AlphaTauri, bon, ça va être très compliqué pour l'Alpine de conserver cette 5ème place. On va donc évoquer maintenant les Ferrari qui ont fini 5ème et 6ème, donc une très belle course de Leclerc 5ème et donc ça une 6ème. Une course un peu comme Gasly, un peu solitaire grosso modo, ils ont jamais été réellement menacés, et donc je pense à un très bon résultat surtout au classement constructeur, puisque Ferrari ce week-end va nous marquer 18 points alors que McLaren n'en a marqué qu'un seul, donc ça permet à Ferrari de reprendre la 3ème place au classement constructeur. Enfin on le sent un peu comme AlphaTauri, que Ferrari depuis leur évolution moteur ils sont sur une très belle dynamique, notamment face à McLaren, et on sent que petit à petit la Ferrari c'est de mieux en mieux, elle est plus constante, plus performante que la McLaren, et donc à 4 Grands Prix de la fin, c'est quand même 4 Grands Prix différents, c'est encore long, c'est à la fois peu et beaucoup,
mais on voit, vu la dynamique, on voit mal comment Ferrari va baisser le pied et craquer, parce qu'on voit vraiment que Ferrari, en ce moment, c'est très constant en termes de performance, alors que McLaren, c'est plus en dents de scie. Mais ça, on le verra plus tard quand je vais évoquer Lando Norris. Vettel 7ème, des points tout de même pour Aston Martin, et ça fait 6 points, donc c'est un bon résultat pour l'écurie britannique. On va se le dire, Vettel, il a pu quand même bénéficier du départ, mais aussi des nombreuses pénalités qu'il a eu ce week-end pour partir dans les points, parce qu'il partait 9ème. Et globalement, il a pu, en partant aussi haut, faire sa course et bien la gérer. Alors, il a bénéficié effectivement du recul de Russell, du recul de Giovinazzi, mais ça on verra plus tard, pour gagner 2 places et après gérer sa course. Donc, c'est tout une très bonne course de sa part, c'est bien de voir l'Aston Martin dans les points, même si avec les pénalités de pilotes, avec les mauvaises plus performantes que lui, plus l'accrochage Ricciardo Bottas, c'est ce qui l'a grandement aidé à finir 7ème. Alors 8ème Kimi Raikkonen, c'est un peu la même chose, 4 points tout de même pour l'Alfa Romeo, c'est beaucoup, c'est conséquent, et donc c'est un très bon résultat de la part du pilote finlandais et de son équipe. Un peu comme Vettel, c'est une course pareille, ils partaient 10ème du fait d'une pénalité, ils ont su en profiter, gagner des places suite aux difficultés de Russell et à Giovinazzi. Ils ont assurance, ils ont une bonne stratégie, et donc ça permet tout de même de craquer cette 8ème place, c'est donc un très bon résultat pour Kimi Raikkonen et l'écurie Alfa Romeo. Alonso c'est pareil, il était 11ème au 5ème tour à la relance de la course, et donc par la suite il a su bénéficier, comme je viens de le dire, du recul du classement de Russell et Giovinazzi, et après il a globalement été plutôt tranquille pour conserver cette 9ème place. 10ème on retrouve donc Lando Norris, qui partait donc en fond de grille, du fait de pénalités moteur. On va considérer que c'est tout de même une belle remontée de la part du pilote britannique qui parvient donc à grappiller un point, qui est important, même si malheureusement ça fait tout de même 17 points concédés face à Ferrari, et on a pu le voir malgré les pénalités, c'est que la McLaren ce week-end, par rapport à Ferrari, elle était tout de même un tour en dessous, en termes de rythme, et ça commence à faire plusieurs grands prix que c'est le cas, donc on sent vraiment une dynamique dans laquelle Ferrari, petit à petit, prend l'ascendant en termes de rythme et de performance sur McLaren. Et à mon avis, c'est très compliqué pour McLaren de rattraper Ferrari. Mais après, comme je viens de le dire, c'est pas définitif. Il se peut qu'il y ait des grands prix dans lesquels McLaren soit capable d'être très performant, d'être très compétitif et de grappiller des points sur Ferrari. Puisque là, ça fait 18 points pour Ferrari et un seul point pour McLaren. On va donc maintenant parler des pilotes qui ont fini hors des points. Tout d'abord Giovinazzi qui finit 11ème alors que la relance de la course il était 7ème. Alors ce qui est incompréhensible au fait c'est la stratégie d'Alfa Romeo avec Giovinazzi. Peut-être qu'il a soit bloqué des roues, soit une crevaison au ventre, on ne sait pas vraiment. Mais il s'arrête au 16ème tour. Donc là il s'est arrêté ultra tôt. Et après il s'est retrouvé englué dans le trafic. Il a perdu du temps. Et du coup les autres pilotes qui étaient devant, ils ont pu en grappiller des positions. Alors qu'il était 7ème, donc c'est vraiment dommage parce que avec une bonne stratégie, les Raikkonen sont arrêtés au 32ème tour. S'ils avaient réalisé la même stratégie que les autres pilotes, ils auraient aisément fini 7ème je pense. Peut-être menacé par Vettel, et encore il n'y avait pas de garantie que ce soit le cas. Mais vraiment Alfa Romeo, ils ont raté une grosse opportunité de grappiller beaucoup de points, et ça leur aurait permis de pourquoi pas espérer rattraper Williams à la 8ème place du classement constructeur. Derrière Ricciardo, on va évoquer sa course. Après son accident, il a été contraint de rentrer au stand, de changer d'aileron. Ce qu'on va plutôt considérer, c'est qu'il a réussi tout de même à maintenir derrière lui Valtteri Bottas sous le Grand Prix, et ça c'est très positif. Il a réussi à le dépasser à la relance de course, et par la suite il a constamment été devant lui. Il n'a jamais globalement été menacé par Valtteri Bottas. On va dire qu'après cette erreur, il a fait une bonne course, mais que malgré tout, cette erreur qu'il fait prive McLaren de précieux points qui les auraient bien aidés dans cette lutte face à Ferrari au classement constructeur. Ocon, qui finit donc 13ème, ça a été une course assez compliquée pour les pilotes français, d'ailleurs parce qu'il partait en pneu soft. Donc je pense que c'est le fait de partir en pneu soft, ça l'a pas aidé dans ce premier relais, ce qui l'a contraint à s'arrêter très tôt au 14ème tour, il a chaussé des pneus durs jusqu'à la fin, donc ça a été une course assez compliquée pour le pilote français. Lance Stroll aussi, qui a donc fait une stratégie à 2 arrêts, et qui finit donc 14ème, qui s'arrête très tôt au 12ème tour, il refait un relais. Étonnamment, ce qui est bizarre, c'est qu'il fait un relais en dur de 22 tours, pour s'arrêter et mettre des pneus médiums pendant 35 tours. Alors vu comme ça, je comprends pas pourquoi cette stratégie, mais peut-être qu'il y avait un problème avec les pneus, ou une usure trop importante, je sais pas du tout. Mais s'il n'y a pas de problème de pneus, c'est vraiment incompréhensible cette décision de s'arrêter 22 tours après pour mettre des pneus durs, pour après faire un relais d'une trentaine de tours avec des pneus médiums. Valtteri Bottas qui est donc 15ème, après avoir été victime de cet accrochage avec Daniel Ricciardo, il s'est retrouvé en dernière position, il se fait dépasser par Ricciardo à la relance de course,
Je sais pas comment il s'est fait dépasser par la McLaren. Après, par la suite, il est dans l'incapacité d'être une menace face à Ricciardo. Après, on l'avait vu, la McLaren a dépassé, c'est très compliqué. Donc je pense que ça n'a pas du tout aidé. En plus, la Mercedes est une voiture qui a des difficultés à suivre les pilotes qui la devancent. Donc ce facteur-là, plus une McLaren qui est très rapide. On avait d'ailleurs vu à Monza, puisqu'à Monza, Verstappen et Hamilton galéraient à dépasser les McLaren. Donc je pense que pour Bottas, ça a été le même calvaire. Avec en prime, un arrêt qui a été complètement raté de Mercedes, un arrêt qui a duré plus de 11 secondes. Et puis après, vu qu'il était hors des points et qu'il n'y avait plus d'espoir d'en marquer, ils ont décidé, Mercedes, de le faire arrêter de nouveau, pas pour prendre le point du meilleur tour, mais pour empêcher Verstappen d'avoir le point du meilleur tour. Puisqu'en faisant le meilleur tour et en étant hors du top 10, eh bien Bottas ne gagnait pas de points en plus, mais privait Verstappen de ce point supplémentaire. Et donc c'est ce qu'il a fait, mais bon, ça a été assez grotesque, puisqu'il s'est arrêté une fois pour me détendre, sauf qu'il était derrière Verstappen, et donc là c'est assez bizarre, puisqu'il tente un meilleur tour, mais il est gêné par Verstappen, il passe Verstappen, après il doit repasser Verstappen par rapport au drapeau bleu, il décide d'arrêter de nouveau Bottas au 67e tour, et il va donc empocher ce meilleur tour lors de son dernier tour, et il va donc priver Verstappen d'un point supplémentaire. Donc on peut constater que Bottas, il a fait un week-end pas terrible, à la fois en termes de gestion de course, puisque, comme je l'avais dit au début, il a selon moi mal géré le départ, notamment en permettant à Verstappen de pouvoir prendre la tête de la course. Il a facilité la tâche à Verstappen, par la suite il est maintenant victime, et après la course a été compromise, il pouvait plus faire grand chose, et finalement sa seule façon d'aider Mercedes c'était juste de faire ce meilleur tour. Donc on espère qu'il va pouvoir rebondir après cette course difficile, pour du coup être de nouveau performant et compétitif, parce que je pense que vu la forme de Pérez dans cette fin de saison, Mercedes va avoir besoin d'un très bon Bottas, s'ils veulent qu'Hamilton soit champion, et qu'aussi que Mercedes gagne le championnat constructeur. Russell et Latifi qui est donc 16e et 17e, comme je l'avais dit lors du débrief du Grand Prix des États-Unis, la Williams est définitivement rentrée dans le rang, et cette course confirme cela. C'est la continuité de ce qui s'est passé aux États-Unis, en Turquie. C'est qu'après un été dans lequel la Williams était étonnamment très performante, et bien là elle est revenue à son vrai niveau, c'est-à-dire la 9e écurie, voire des fois la 8e. Nikita Mazepin qui est donc 18e. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'on sait que la Haas est la plus mauvaise voiture du plateau. Il a fait une course solitaire, à son rythme. Bon, bien entendu il a été loin des Williams, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur sa course. Et on va donc mentionner les abandons de Mick Schumacher et Yuki Tsunoda, qui ont donc été victimes de l'accrochage entre Ricciardo et Bottas, plus le fait que malheureusement Ocon s'est retrouvé en sandwich entre Schumacher et Tsunoda. À l'amorce du virage 2, il y a donc eu un contact entre les trois voitures. La voiture de Tsunoda et Schumacher, elles ont volé. Je pense qu'il y a dû avoir une casse du coup de suspension pour Mick Schumacher. Tsunoda, c'était le pneu qui était complètement détruit. Et la voiture aussi, donc les deux ne pouvaient malheureusement plus continuer ce Grand Prix. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de ce Grand Prix? Quel est votre avis au sujet du départ du Grand Prix? La façon dont Valtteri Bottas l'a géré? Quel est votre avis au sujet de l'accrochage Ricciardo-Bottas? Est-ce que vous comprenez le fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête sur cet incident? Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'en plus de cette enquête, il a fallu aussi pénaliser le pilote australien? Votre avis aussi sur cette lutte pour le titre, entre Verstappen et Hamilton? Est-ce que pour vous, cette tournée américaine semble être le tournant du championnat? De même que pour la lutte entre Alpine et AlphaTauri pour la 5e place du championnat constructeur, la lutte entre Ferrari et McLaren pour le championnat constructeur. Est-ce que cette tournée américaine semble être le tournant? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux. On est présent à la fois sur Instagram et Facebook. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut!